au Jukebox du Paranormal. Bonjour à tous et bienvenue au Jukebox du Paranormal, le show de l'extraordinaire sur le web. Je suis avec mes amis François et Karine. Comment allez-vous, les amis? Ciao, ça va super bien, vous autres? Numéro 1 pour moi. Numéro 1, excellent. Tout d'abord, Karine, as-tu des choses qui t'ont frappé cette semaine? As-tu des choses de nouveau que tu as découvert? J'ai pas trop fait de recherche. J'ai eu une semaine chargée au niveau perso. Alors, Je pense que tout le monde... Ouais, je suis toujours au fait de l'actualité canadienne et américaine. Donc, beaucoup de choses qui se passent aussi à l'international. Juste la belle... Juste l'épisode G7, c'était croustillant à suivre. Quand même, avait des nouveaux. Mais non, pas vraiment au point de vue du paranormal, je te dirais, cette semaine. C'est bien. Pas de problème. Je vais revenir en force la semaine prochaine. Puis toi, François, de ton côté? Comme Karine, moi j'ai eu une semaine assez chargée personnellement, donc la lecture a été très difficile. J'ai pas réussi à faire... pour être honnête, j'ai même pas fait un chapitre d'un livre que j'ai décidé d'attaquer. Fait que j'ai été hypnotisé par l'histoire de Fauci. Ouais. J'ai été hypnotisé par le G7 aussi. Je me disais, c'est quoi ce spectacle de con-là? Je suis dépassé de voir Justin Trudeau faire la marionnette là-bas. Je suis complètement... j'ai l'impression d'assister au pire des téléromans de l'univers. Et j'ai aussi été encore plus sous le choc de voir qu'on offre un hot dog pour un vaccin au Centre Bell. Fait que, regarde, c'est ça. Puis, life goes on, hein? Je veux dire, on vit dans un monde assez spécial de ce temps-là. On va être bien honnête. Ouais. Je te dirais, peut-être même côté fréquence, Karine, ça devait s'est capoté cette semaine. Là, tout ce qu'on peut voir, là. Schumann, là, full throttle. Là. Ben là, Schumann, c'est parce que ça a été... on est en blackout. Ouais. Blackout, ça veut dire zéro fréquence, en passant. Ouais. Je veux dire, pendant 4 jours. Après ça, il y a un gros boom, là, 2 jours. Fait que si personne n'a dormi, ben, c'est ça. Plus le flash solaire, plus la nouvelle lune qui arrive. Je veux dire, regardez, là, au point de vue énergétique, là, c'est assez malade. Puis là, on approche le solstice d'été, tu sais. Ouais. Qui, semble-t-il, au point de vue énergétique, ça va déménager, là, tu sais. Fait que, ouf. Donc, une date à retenir, le 21 juin. Ben, le 21 juin, mais je pense que cet été ne sera pas un été ordinaire. Non, c'est clair. C'est que quand ils ont dit au départ qu'on aurait qu'on ne reviendrait pas à la normale, je pense pas qu'ils avaient prévu que ce serait ça. Non. Parce qu'il n'y avait pas idée de ce qu'ils venaient de commencer à faire. Et la nouvelle normale, ça va être totalement anormal ce qui va se passer. Ouais. Ça va les dépasser, ça va nous dépasser, puis ça va challenger tout le monde personnellement. Ouais. Et collectivement. Donc, c'est super intéressant ce qui se passe. Puis, je vous dirais, si vous êtes capable de prendre 2 minutes pour méditer dans la semaine, faites-le. Ouais. Excellent. Ou un bel exercice de grounding. Là. Tu sais, vos pieds, là, ça pelouse pendant 15 minutes. Là. Juste, ça fait du bien, seul, ça aussi. J'aime bien ça. Hein, tu ressens des choses. Hein. C'est surtout qu'on évacue plein de marde, excuse-moi l'expression, là, dans la terre. Là. De toute façon, la marde se recycle. Hein, fait que... Ben, c'est ça, elle fait du bon compost, notre terre-mère, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il faut se dire, hey, composte-moi ça, ma belle. Allez, les amis, aujourd'hui, on parle d'un autre sujet de fou. On parle de l'intraterre. Ça, l'intraterre, c'est des gens des entités qui peuvent vivre à l'intérieur de la Terre. Existe-t-il un lien entre le Secret Space Program et l'intraterre? Ah, et on part en force. On part en force. On n'a pas de temps à parler. C'est bon. Ben, écoutez, je vais juste faire un tour rapide de qu'est-ce que c'est le Secret Space Program. Alors, tout de suite après, si vous voulez, quand il y a eu ce qu'on appelle le programme Paperclip,
Donc, le programme Paperclip, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les scientifiques nazis ont, si vous voulez, ont fui l'Allemagne et se sont réfugiés, c'est-à-dire qu'ils ont été recyclés par le Secret Space Program aux États-Unis. Et avec ces scientifiques-là, si vous voulez, ils ont créé ce qu'on appelle le Secret Space Program. Et là, je dis Secret Space Program, là, mais voyez-le comme un gros parapluie avec plein de programmes en dessous. Okay? Est-ce qu'on parle de NASA ou Space Force? Non. La NASA, c'est un beau cover-up pour le Secret Space Program. Je veux dire, la NASA, c'est on dit cover-up, là, mais je veux dire, ils n'ont même pas le 1 millionième de connaissances de ce que le Secret Space Program a depuis les années 40. Okay? C'est pas un studio de cinéma, ça, la NASA? Ben, comme on l'expliquait dans un autre dans un autre show, quand ils sont arrivés sur la Lune, qu'il y avait 12 vaisseaux Draco, puis il n'y avait pas de Photoshop à l'époque, ils ne pouvaient pas les effacer en background. Hein, fait que, ils ont dit, je pense qu'on va faire un petit vidéo. C'est dans ce sens-là. Mais justement, le Secret Space Program, c'est vraiment là tout ce qui est le militaire caché par rapport, pas juste concernant l'espace, mais aussi concernant tout ce qui est technologie extraterrestre et terrienne combinées ensemble. Donc, eux autres, là, je veux dire, quand on parle d'intra-terre, là, je veux dire, ils connaissent très bien ça. Ils ont des bunkers de kilomètres de profondeur, déjà. Ils voyagent aussi déjà avec ce qu'on appelle les trains supersoniques. Donc, les trains qui vont très, très vite. Là, imaginez, là, Men in Black, là. Ouais. Bon, ben, la même chose. En vrai. Mais en vrai, ça existe depuis très longtemps, d'ailleurs. Donc, ils ont leur propre réseau souterrain. Ils peuvent aller... il y a des réseaux souterrains où est-ce que leur... sous-marin va jusqu'en plein milieu des États-Unis et du Canada. Alors, les gens pensent que la Terre, c'est compact. Non, la Terre est vraiment très alvéolaire. Ça veut dire qu'elle a énormément de poches et vraiment beaucoup de tunnels, contrairement à ce qu'on pourrait penser au-dessus, là, où est-ce qu'on est. Le Secret Space Program ont leur propre réseau souterrain. Et l'intra-terre, quand je dis l'intra-terre, j'aimerais que vous imaginez que c'est d'autres entités qui vivent sous la Terre, qui vivent là depuis même des millions d'années. Donc, on pense aux reptiliens. Pas les dracos. Les dracos, c'est ceux qui viennent de l'espace. Les reptiliens, c'est eux autres qui, comme disent, réclament la Terre. Non. Il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, les reptiliens qui sont là depuis des millions d'années, c'est pour ça qu'ils disent non, les humains, on était là bien avant les humains, la Terre nous appartient. Donc, il y a encore l'espèce de guerre là, entre le dessus et le dessous. dont certains reptiliens sont pacifiques et d'autres non. Mais il y a aussi d'autres cités que François pourra nous parler plus en détail un peu plus loin. Mais, et ces cités-là sont aussi habitées par des terriens qui auraient fui un certain cataclysme étrange et qui aurait aussi une cité illuminée, si vous voulez, qui est en dessous de la Terre. Et ces êtres-là il y aurait autant de terriens que de non-terriens qui vivent en dessous de la Terre. Et eux autres ont leur propre réseau. Je veux juste vous dire que même le SSP ne sont pas en contact avec ces cités-là. Ils en ont conscience, ils savent où est-ce qu'ils sont, mais ils les écœurent pour la simple et unique raison qu'ils sont pas très bienvenus, si je vous dirais. Okay? Ben moi, j'ai une question là-dessus. Les gens, les entités, mettons les humains qui sont là dans l'intra-terre, quand ils regardent le ciel, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la Terre? Non, c'est trop loin. OK. Mais est-ce qu'ils voient leur propre ciel avec leur propre soleil intérieur, avec un système de nuages, avec un système d'eau, si vous voulez, une certaine fréquence? Oui. Et, mais là, excuse-moi, Karine, je viens d'avoir un flash. Oui. Peut-être que nous aussi, on vit dans l'intérieur d'une Terre et on ne le sait pas. Oui, le micro devient le macro pour quelqu'un d'autre, oui. Ben ouais. C'est une théorie très plausible, mais les cités dans l'intra-terre par ces êtres plus évolués, si je vous dirais, vivent aussi sur un autre plan de dimension.
Okay? Donc, même si nous, les terriens, on réussi à découvrir, on aurait excessivement de la difficulté à être en contact là, parce que notre fréquence corporelle est beaucoup trop basse pour s'adapter là-bas. Donc, ça aussi, c'est le pourquoi le SSP ne peut pas vraiment être en contact avec ces cités-là et ces êtres-là. Okay. Donc, il y a un niveau, il y a un niveau de conscience qui doit être acquise. Donc, pour vous dire, eux autres vivent 24h/7 en 4D. Donc, nous, on vit sur un plan 3D, eux autres vivent sur un plan 4D. Donc, et la 5D, bien, ils vont arriver à la 5D en même temps que la Terre va arriver à 5D parce qu'ils font partie de la Terre. Donc, quand ça va se faire au niveau de la masse, au niveau planétaire, eux autres aussi vont élever en conscience. Donc, eux vont arriver en 5D et nous, bien, on va avoir une période de transition 4D avant d'arriver à la 5D des milliers d'années plus tard. Puis, est-ce qu'il va y avoir un genre de communication peut-être à un moment donné avec ces gens-là? 4D, 5D, oui. Ça va être très facile, très fluide parce que c'est la 4D, c'est vraiment un plan de transition entre la 3 et la 5. Je vous le dis tout de suite, OK? Mais la transition de la 4 à la 5, elle est moins grande que de la 3 à la 4. OK? Donc, ça va être beaucoup plus facile parce qu'en 4D, on peut avoir, on peut soutenir la 5D beaucoup plus longtemps que si on est en 3D. Donc, ça fait partie là, vraiment de comment ils sont, de comment ils vivent, de comment ils ont construit leur cité. Mais je vous en parlerai un peu plus loin. Mais ils ne se mélangent pas. Ils se connaissent, ils savent qu'il existe, un des deux, mais ils ne communiquent pas vraiment entre eux. François, les bases militaires, les tunnels? Oui. Ben, ça existe, hein? Ben oui. Les parlementaires à répétition partout. Ouais, aux États-Unis, c'était bien fort. Là. Je dirais, il y a une passe entre 1990 et 2005, 6, 7, 8, là, quelque chose comme ça, là, où on avait beaucoup d'histoires dans les médias que les Américains se plaignaient des micro-tremblements de terre en dessous de leur maison. Ouais, c'est simple, c'est qu'ils creusent. Ils ont un réseau, ils ont des bases. Maintenant, où sont exactement les bases et qu'est-ce qu'ils font dedans, ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, les Américains... sont pas uniques sur la planète à faire ça. Les Russes font pareil. Les Chinois font... Probablement que les Chinois en font pas mal plus. On dirait qu'ils se préparent pour un gros show, mettons. Là. Ils veulent être certains d'être bien protégés en bas. C'est comme ça. Ben ça, c'est encore... c'est très conspirationniste de parler comme ça. Parce que le secret militaire, c'est quelque chose d'inaccessible pour le commun des mortels. On est comme... on n'est pas ce qui arrive avec les militaires à l'international, c'est qu'il y a 3 classes de citoyens. Tu as l'élite, tu as les militaires, puis tu as Gérard puis Michel. Gérard et Michel sont pas dans le loop, si tu veux. Mais pourquoi qu'on nous cache ça, mettons, exemple, d'après toi, mettons? Ben, c'est un agenda. Les agendas sont toujours la même chose que si tu veux développer une société, si tu veux développer un concept ou une société ou un réseau X qui est fonctionnel, tu dois t'assurer que tout ce qui rentre dedans est conforme à ce que tu as prévu. Ouais. Nous, on est très... on est imprévisible parce que, on n'est pas au courant. 2, parce que nos besoins ne sont pas les mêmes. 3, parce qu'on n'a pas de mission comme telle. T'sais. Moi, j'ai pas la mission le matin en me levant de, je sais pas, moi, contrôler des armes nucléaires. Ma mission le matin, c'est de me lever pour aller au travail. C'est niaiseux de même. Ouais. Ma job de père, ma job de mari, ma job de toute la patente. Fait que, tu sais, mon agenda est totalement différent que si je veux organiser une cité souterraine où est-ce que je veux m'assurer que le système d'aération fonctionne, que mes trains, les hypersoniques, mettons, se promènent d'une place à l'autre qui soit fonctionnel. Ouais. Il y a toute une ingénierie en arrière. Il y a un Engineering Corps. C'est rock'n'roll là, en dessous de la Terre. On pense... Ouais. Karine avait raison en disant qu'on n'a pas idée à quel point il se passe des choses en dessous de nous autres. C'est ça, c'est que ça bouge. Et c'est quand tu as parlé, Karine, de alvéole,
effectivement, c'est un réseau d'alvéoles. Une fourmilière. C'est comme c'est un très bon exemple. C'est exactement comme une fourmilière. Ouais. Puis quand faites-en pas, l'espace perdu sur le dessus est retrouvé en dessous en ce moment. C'est dans le sens qu'on commence à être à côté en haut, là, puis ils trouvent que c'est difficile de trouver de la place pour faire leurs affaires. En dessous, là, ils ont trouvé en masse d'espace. Ah ouais. En masse. Puis Karine, d'après toi, est-ce que les gens d'en dessous sont quand même, comment je dirais bien ça, sont comme civilisés, sont propres, sont non polluants? Ils ont une meilleure qualité de vie que nous, tu penses? Ça dépend pour quel type de programme, puis ça dépend pour quel type, je te dirais, d'agenda pour laquelle tu travailles. Je veux dire, le SSP, qui est Secret Space Program, je veux dire, il y a tellement de programmes en dessous de lui qu'il y en a qui ont des agendas plus négatifs, puis d'autres qui ont des agendas plus positifs. Ouais. Mais et de là, même entre eux autres, les militaires, tu sais, ça fight fort, OK? Ouais. Même, ça fight fort pour les programmes, pour l'argent, pour un certain contrôle, tu sais, ou de partage de technologie. Parce que là, Secret Space Program, là, tu sais, je veux dire, quand tu es capable là, d'avoir une table où est-ce que ton repas se matérialise en 2 secondes et demie, puis tu as ton steak avec tes patates, puis ton ketchup, je veux dire, regarde, là, je veux dire, on parle d'humains qui meurent à tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas manger. Fait que, tu sais, je veux dire, le clash entre ce qui se passe en dessous et ce qui se passe au-dessus est tellement énorme que je pense que même eux autres, ils ont de la difficulté à savoir comment on va être capable de partager tout ça avec le monde du dessus. Puis le monde, tu sais, puis tout ce qui se passe en dehors de la Terre, tu sais, comment on va partager ça avec le monde du dessus? Je pense que c'est pas ce que je vais dire, mais je ne suis pas convaincu que c'est important pour eux ce qui est sur le dessus. Ah. Le docteur Stephen Greer, ça fait au moins 10 ans qu'il se bat là, pour le full disclosure. Donc, qui en passant, la date limite pour justement parler de ça, tu sais, le disclosure qui était le 6 juin, où est-ce que, bon, ils ont juste recyclé certains dossiers puis qu'ils ont remis ça au goût du jour sur certains sites web, là, mais c'est pas... ce qui était demandé, c'est le full disclosure, c'était pas le partial disclosure. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer parce que juste au point de vue des tunnels, cette semaine, aux États-Unis, 3/4 étaient inondés, là. Ouais. Hein? Fait qu'il y a des choses qui se passent, tu sais, qu'on ne sait peut-être pas. Ouais. Puis, je veux dire, il y a des tunnels, OK? Là, il y a des tunnels, je vous dis, d'agenda positif, mais si tu as accès à un réseau de tunnels qui peut aller d'une grande ville à une autre ville, puis que, tu sais, tes dessins, c'est trafic d'enfants, trafic humain, trafic d'organes, je veux dire... là, ça commence à être intéressant, là. Oh, parce qu'on mêle l'exemple, on mêle les militaires avec un agenda mondialiste, avec un agenda extraterrestre, intraterrestre. Tout le monde essaie de s'éviter en dessous de nous autres dans la mesure où est-ce qu'ils sont capables de faire leurs petites affaires. Ouais, c'est en plein ça. J'aime ça comment tu l'abordes. Tu sais, c'est un peu ce qui se passe en dessous, c'est un peu le même exemple de ce qui se passe au-dessus. C'est juste qu'au-dessus, on a plus accès, on peut le voir, tandis qu'en dessous, c'est inaccessible carrément pour le commun du mortel. Je veux dire, moi, je ne peux pas creuser 3 km en dessous de la maison. Je n'ai pas les moyens de le faire. Je n'ai pas la technologie pour le faire. C'est pas Quelle est la je sais pas dimension du rayon de la Terre? Le rayon, c'est 6000 km. Le manteau, puis là, tu sais, on jase là, de science. La Terre, elle a été scannée par sismographie. Ça veut dire qu'ils ont mis des sondes puis ils ont envoyé des vibrations pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il y a où, à quelle profondeur. Il y a certains endroits qui ont drillé, il y a certains endroits qui ont eu des mines. Mais en gros, ce qu'ils ont répertorié, c'est un manteau d'environ 3000 km qui est dur. Puis, entre le noyau et ce manteau-là, on aurait un équivalent de 2000 km. Donc, de lave, de magma. Maintenant, la question, c'est mais s'il y avait un monde souterrain, il serait trop chaud, ou il ferait ci, ou il ferait ça, mais si on s'arrête juste 2 secondes pour y réfléchir, on a 3000 km de haut, de manteau, avec la croûte supérieure qui bouge avec le tectonique et tout ça, mais on a 3000 km. 3000 km, c'est énorme.
Ouais. 3000 km, là, c'est, je ne sais pas si je me trompe, mais le Canada... c'est à peu près 5000, 6000 km au Canada. 6000 km, à peu près, ouais. La moitié du Canada d'épais, là. Ouais. Puis moi, je l'ai traversé sur le pouce. Je peux vous dire que c'est loin en tabarnache au bord. OK. J'ai fait en char, par exemple. Ouais, je l'ai fait sur le pouce. En char, ça revient au même. C'est juste que moi, c'était plus long. Mais où je veux en venir, c'est juste que moi, j'ai sauté en parachute à 10 000 pieds. J'ai eu un gros voyage en Australie où j'ai trippé au bout. Puis j'ai eu l'occasion dans ce voyage-là de sauter en parachute avec des amis. Puis, j'ai sauté à 10 000 pieds, à peu près. Là. Puis c'était haut en tabarnouche. Là. Je veux dire, 10 000 pieds, c'est hallucinant. Là. Quand t'es dans le petit Cessna, tu sautes. Là. C'est pas croyable ce que tu vis. Là. Ben, imaginez, puis le 10 000 pieds, ce n'est pas 3 000 km. C'est pas l'équivalent de 3 000 km. Là. Non. C'est 10 000 pieds. Fait que là, imaginez 10 000 pieds de haut, une grotte, mettons, dans le type alvéole, dans un certain secteur de la croûte terrestre, du manteau terrestre. Et à un autre endroit, on a une espèce de dessin d'abeille ou de fourmi, une fourmilière qui, elle, est militaire américaine. Puis à une autre place, c'est les Chinois. Puis à une autre place, c'est les Sud-Coréens ou whatever. Donc, on a du monde qui drille depuis longtemps. Puis en plus de ça, on a, dans l'histoire de l'humanité, des histoires qui se répercutent que les anciens ramènent qu'il y a eu et qu'il y a des villes à l'intérieur de la planète. Donc, certaines civilisations étaient déjà présentes à ces endroits-là à l'époque où l'humanité a commencé, prédéluvienne. Donc là, quand on parle de ça, on se dit, ben voyons, ça se peut pas. Ben, il faut en tenir compte. Exemple, au Tibet, ils appellent ça le Shambhala, c'est une ville. C'est un royaume, c'est une ville, la capitale Shambhala, elle est intra-terre. À cet endroit-là, il y a les demi-dieux, il y a les dieux, il y a les êtres qui sont à une élévation supérieure. Certains diront, oui, certains diront, mais oui, mais pourquoi ils sont là? Ils devraient être dans une sphère, whatever. Quand j'ai réfléchi 2 secondes, ma réflexion, c'est, ben oui, mais y a-t-il un endroit plus safe que d'être entouré d'une croûte terrestre super solide? Je veux dire, il pourrait frapper un météore, une comète, n'importe quoi. Ma ville, elle est sous protection maximale. Là. Ça fait du sens. Ben, écoutez, je vous lance l'idée de même, mais je pense que scientifiquement, il n'y a pas beaucoup de débats scientifiques sur la possibilité qu'il y ait un intra-terre. Ils veulent pas. Non, ils sont absolument... ils sont un peu comme avec le COVID. Ils disent ça, ta même affaire. Non, il fait trop chaud, il n'y a pas d'air, blablabla, c'est réglé, point final. Sauf que dans les faits, je serais curieux de savoir pourquoi justement les militaires américains s'intéressent tant à descendre le plus creux possible. Si c'était invivable à ce point-là. D'ailleurs... Il paraît que c'est plus tempéré, c'est-à-dire que de ce que j'ai lu, là, des recherches, c'est-à-dire qu'il fait constamment en dessous de la terre, que peu importe l'endroit que tu es, environ entre 12 et 15 degrés. C'est ça, c'est tempéré. C'est toujours pareil. C'est tempéré. Et ça, quand tu ajoutes... Imagine que tu es dans une grotte, parce que là, on parle des grottes de centaines de kilomètres, là. OK? Où est-ce que des villes vivent là? OK? Donc, imagine quand tu as une grotte qui est tellement énorme où est-ce que tu peux arriver à créer un microclimat, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir, ils peuvent recréer un cycle de nuages, la même affaire atmosphérique. Donc, là, on arrive à du 20 degrés, 22 degrés, 365 jours par année, là, constant, là, je veux dire, imaginez, là. Allons-y avec des faits. Puis juste pour pas... Juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, là, qu'on bullshit pas. Là. On n'est pas en train... Tu sais, le paranormal, c'est d'amener l'impossible dans la discussion. OK? Parce qu'il y a différentes réalités. Donc, juste pour donner une perspective rapide, là, les spéléologues
Ils ont descendu en Géorgie à 2196 mètres de profond. C'est 2 km, right? À peu près, là. À cet endroit-là, le monde pensait qu'il serait plus capable de respirer. Puis, ils sont descendus dans une grotte. Ils se sont rendus au bout, ou pratiquement au bout. Puis, c'est en 2012 que c'est arrivé, ça. Le 13 août 2012. Et quand ils sont arrivés en bas, ils se sont rendus compte qu'ils respiraient plutôt bien. Ils ont resté 30 heures là-bas. L'eau était à 2 Celsius. Quand même. C'est plus agréable qu'au Québec au mois de janvier. Et ils ont trouvé des poissons et ils ont trouvé des insectes. Donc, OK, on part de la prémisse qu'ils sont descendus à 2000 mètres dans une grotte où est-ce qu'on est, et plus tu descends, plus il fait chaud, moins tu respires. Non, c'est pas ce qu'ils viennent de dire, eux autres. C'est pas ça pas à tout. Donc, là, on a trouvé des insectes et des poissons à cette hauteur, à cette profondeur. Ouais. Les gars sont venus vivants, là. Ils sont pas morts, là. Ouais, 30 heures, tu sais. Non, ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Tabarnouche, ils ont passé 24 heures là. Ils ont dû même dormir là, manger là. Pour ceux qui pensent que ça se peut pas, ils ont fait probablement du caca aussi. OK? Ils étaient là. Mais s'ils ont mangé, ils ont fait un feu. S'ils ont fait un feu, il y avait de l'oxygène. Ben, je sais pas si c'est un feu, parce que probablement, il y avait leur gaz avec leur petit poêle. Ouais, c'est ça. Le ration pack. Il faut s'entendre que... C'est sûr que si tu descends à 6000 km dans le center core de la planète, c'est bien évident que la pression est incroyable. C'est tout à fait logique de penser que c'est invivable. Mais si tu es dans une mesure possible, dans le 3000 km, est-ce que tu es capable de vivre là-dedans? Moi, je pense que oui. Je pense que la pression est possible. Je pense que dans un certain environnement contrôlé, tu peux y arriver. Puis c'est toujours une question d'être comment c'est organisé et comment c'est grand et vaste. Donc, Karine, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai été un peu loin. Non. Ben écoute, je trouve ça hyper intéressant, là, ce que tu abordes, François. Ce qu'on a de l'intra-terre, en fin de compte, ça vient de 2 sources. Ça vient des écrits anciens, hein, François qui va nous partager ça plus loin, mais il y a aussi les whistleblowers. Et un des premiers whistleblowers, si tu veux, à avoir raconté ça, tu sais, remis ça au sujet du jour, si tu veux, ça a été vraiment Corey Goode, qui a été un des premiers whistleblowers, un des premiers de l'ère de whistleblower, parce qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Mais tous les whistleblowers racontent que non, l'intra-terre est habitée. Je veux dire, autant au point de vue militaire qu'au point de vue extraterrestre, qu'au point de vue intraterrestre. OK? Et il y a des cités vraiment organisées, il y a vraiment des personnes ou des entités qui vivent là. Donc, tu sais, les extraterrestres, faudrait que j'aille à Proxima Centauri, qui est la planète la plus près de notre système de nous. Mais non, je pense que tu devrais descendre une couple de 1000 pieds en bas. Là, puis je pense que tu as plus de chances de rencontrer des Pléiadiens, des Syriens, des Arcturiens, tu sais, et compagnie. Karine, la Lune, je dis ça comme ça, là, mais... Ça aussi, Lune et Mars, c'est... La dernière sonde qui a crashé dessus, ça a sonné comme une cloche pendant, je pense, une affaire comme 72 heures. Ouais. Et ils l'ont frappé avec une frappe nucléaire sur la Lune. Ouais. Ça, c'est pas longtemps, là. Ça, c'est en 2016, je pense, 2015. C'est quoi de moi? Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. T'sais, ça sonnait comme une cloche. Je rappelle tout le monde, quand ça sonne comme une cloche, c'est parce que c'est vide en dessous. À l'intérieur. Ben ça, c'était le module de Apollo 11. En tombant, ils ont monté dans les airs, puis ils l'ont laissé tomber. Puis en tombant, ça a résonné comme une cloche. Là. Ouais. C'était en 69, mais ils l'ont fait par après aussi. Mais ben, la Lune, je pense qu'on a une émission complète juste pour en parler. Ouais. Parce que la Lune, c'est vraiment spécial. C'est fascinant. La Lune, c'est plus fascinant que Mario Dumont. Ah ben ça c'est clair. Je veux dire, presque tout est plus passionnant, mais bon, c'est un autre sujet. mais sa femme, elle l'aime. Ouais. Il est fin. Ah, OK. C'est correct. Je ne rentrerai pas dans le sujet. OK? Donc, oui, la Lune, je veux dire, juste en tant que telle, là, tu sais,
C'est un sujet d'un art aisément. Mais ce que je veux ramener, c'est que oui, ce qui se passe en dessous est vraiment très habité, très organisé, tellement bien organisé qu'on se demande pourquoi que le dessus n'est pas organisé comme ça, parce que comment je pourrais dire ça? La qualité de vie serait 1000 fois meilleure avec toutes les technologies qui se passent en dessous si elle était accessible au-dessus. J'ai consulté quelques affaires par rapport à ça, puis il y a quelque chose qui m'a frappé qui est intéressant, c'est c'est une médium qui, en France, parlait justement à Naître-Terre, un sujet que tu abordes, la loi de l'un, je pense, oui. Puis l'Aguerta et la capitale Telos, puis tout ça. Oui. Avec les mammouths, puis toute la patente, là, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trippé bien reste, je l'ai écouté tout complet. Puis, elle racontait que, dis-moi si je me trompe, mais que pour eux, c'était comme nos parents. C'est comme si ils étaient nos parents génétiques, si tu veux, et un peu comme des parents, ils mettaient au monde une civilisation en allant chercher les meilleurs de ces civilisations-là pour l'augmenter d'une génération à l'autre. Mm-hmm. Et que leur travail, eux autres, était bien différent du nôtre. C'est qu'on est comme une expérimentation, si tu veux, pour vivre à la surface. Ouais. Parce que la surface est difficile à vivre. Les intempéries, écoute, on n'a pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe ici dans le haut, mais c'est pas simple de vivre sur le top, là. C'est pas évident à vivre ici. Fait que, je trouvais ça super intéressant comment elle amenait ça. C'était comme si elle a donné un exemple. Si tu as un jardin zoologique et que tu as des animaux, là, c'est pas parce qu'ils nous comparent à des animaux, là, mais puis que tu veux évoluer ta race, ben il faut que quand même que tu prennes le temps de la faire évoluer et aller chercher et croiser et faire vivre certaines situations, dresser certains. Fait qu'il y a comme une manipulation dans le but d'avoir une civilisation optimale un jour ou l'autre. Ouais. J'ai aimé ça. En tout cas, son nom m'échappe, là, mais je vais le retrouver pour mettre des liens. Oui, j'aimerais ça. J'en connais beaucoup, là, mais d'en connaître d'autres, c'est toujours le fun. Ben, écoutez, l'intra-terre est habité depuis des millions d'années. OK? Donc, je veux dire, bien avant les Atlantes, bien avant les Lémuriens, qui sont venus beaucoup de milliers d'années avant les Atlantes. Donc, l'intra-terre était, semble-t-il, mieux habité que le dessus. Donc, ce que tu nous partages, François, tu sais, ça fait comme pas mal de sens, dans le sens que c'est beaucoup plus contrôlé ce qui se passe en dessous. Là, si on prend ça en perspective, hein, parce qu'il y a des écrits anciens qui en parlent de ces cités-là, OK? Ouais. Donc, tu sais, si on prend cette théorie-là, OK, c'est-à-dire que s'ils existent là depuis plus longtemps que nous autres, OK, bien, ça veut dire que leur niveau de conscience est aussi plus élevé plus avancé, et plus avancé. Ben, c'est normal, tu sais, ils ont commencé plus de bonne heure, X, genre, donc dans un certain sens, puis ils ont eu accès à des personnes qui ont pu les aider au niveau de la conscience, au niveau technologique, tu sais, à bien des niveaux. Donc, à partir de là, tu sais, ça ferait du sens que, OK, on peut comprendre le pourquoi dans certains écrits comme Telos, où est-ce qu'une personne a canalisé justement les écrits d'un grand maître spirituel de Telos qui raconte comment la vie se passe sous terre et comment que au point de vue de leur conscience, mais là on se rend compte que ils sont pas si sauvages, ils sont pas si attardés que ça en fin de compte. Okay? Ouais, ben là, quand tu dis ça, je t'arrête, là. Et qui a pu penser qu'il était si sauvage ou attardé que ça? Ben, je veux dire, il y a toujours du monde qui vont dire n'importe quoi sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Okay? Ouais, c'est clair. Bon, ben, okay. Ouais, OK. Je ne sais pas à qui tu fais référence, mais il reste que... Il y a des scientifiques qui pensent ça, qui l'ont ouvertement dit, là. Puis juste pour la discussion, tu sais, les scientifiques, là, les meilleurs scientifiques, c'est du monde qui sont capables de remettre tout en cause. C'est les plus grands sceptiques, puis c'est les mondes qui font les plus grandes recherches. Mm-hmm. C'est pas les gens les plus affirmés qui sont convaincus d'une réalité ou d'une vérité. Ouais. Moi, je me méfie beaucoup de ceux
en ce moment qui nous disent qu'il faut suivre la science. À l'unisson. Parce que la science, c'est pas ça. La science, c'est de remettre tout en question. Ouais. Mais où je veux en venir, c'est juste que certains scientifiques doutent. C'est correct. Ça fait partie de l'équation. C'est ça. Et du côté spirituel, les contactés disent que. Ouais. Et de notre côté, on a la réalité qui est. On est en dessous. Il y a un monde qui vit en dessous de nous autres, qui est en ce moment de nous, qui est militaire, industriel, mondialisme, alouette. Donc, si nous avons la tendance à creuser, nos ancêtres ou les dieux n'auraient pas pensé à ça avant nous autres. Génération de héberlus qui pensent qu'ils sont au centre de l'univers. Non, je suis d'accord avec toi, François. T'sais. Mais là, tu as soulevé quelque chose d'intéressant. Tu as parlé du mot « contacter ». Oui. Et j'aimerais ça vous partager un peu ce qu'un contacté qui a travaillé sur 2 rounds de 20 ans avec le Secret Space Program qui est Corey Goode. Donc, Corey Goode, quand on fait une mission de 20 ans, ils vont nous rajeunir, mais aussi enlever la mémoire. Et ce gars-là a fait, si tu veux, 2 chiffres, deux temps de 20 ans. Et à un moment donné, avec le temps, il ne sait pas pourquoi, mais il a commencé à se remémorer de tout ce qu'il avait fait pendant ces 2 rounds. Et il a été, si tu veux, contacté. Contacté par des Blue Avian, mais que ces personnes-là l'ont aussi emmené en intra-terre. Et Corey Goode a eu vraiment un contact très proche et privilégié avec une intraterrestre qu'il a appelée Carrie. Elle s'appelle comme ça. Et Carrie... C'est cute, Carrie. Oh my God! C'est beau nom pareil. Là. Ah non, mais tu sais, je veux dire, un teint albâtre avec des grands yeux bleus, de cheveux blonds, je veux dire, regarde, là, tu sais. Elle, c'est un bleu, hein? Mais Carrie parlait, le 3/4 du temps, parlait télépathique avec Corey Goode. Donc, si tu es capable de parler de façon télépathique, je pense que tu as un niveau de conscience un petit peu plus élevé, OK? Et de la façon que ça fonctionne, c'est que oui, il y a des cités, OK? Mais il y a aussi des gouvernements et je ne dirais pas gouvernement central parce que je commence à être allergique à ce mot-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va dire un gouvernement centralisé, un peu comme pour justement parler des sujets pour justement conserver ces cités-là en dessous. De façon intacte. Et je pense qu'il y en a à peu près une dizaine de grandes cités qui se réunissent périodiquement. Et Carrie expliquait que, parce que Corey lui a posé la question, mais pourquoi les terriens sont pas ici? Je vois des personnes de façon terrienne, mais j'ai pas l'impression que c'est terrien. Puis elle lui a dit, ben, c'est parce qu'on est là beaucoup plus avant que vous autres. Et donc, on a une histoire beaucoup plus longue que la vôtre. Et n'oubliez pas que ce qui est au-dessus, c'est pas venu magiquement là, sur le dessus de la Terre. Là. Donc, il y a eu elle expliquait qu'il y avait eu des programmes d'hybridation pour qu'une certaine espèce puisse arriver à vivre au-dessus, si vous voulez, qui rejoint la belle théorie de ta petite madame, là, François. Oui, bien, ça rejoint une belle petite madame. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. On imagine. Très jolie, même, mais où je veux en venir, c'est que l'hybridation, je mets ça au darwinisme, l'évolution, tout ça, c'est de l'intelligence divine. Et quand on dit divin, là, il ne faut pas se méprendre. Hein? Divin, c'est un terme qui veut dire c'est une intelligence plus grande que l'homme. C'est de l'intelligence organisée, c'est une influence extérieure. C'est que pour faire évoluer la vie, ça prend pas juste un hasard. Ouais, non, c'est clair. Ça prend de l'aide. Ça prend de l'aide parce que, oui, tu peux avoir les éléments de base. Oui, tu peux avoir... Écoute, c'est pas impossible que tu aies une espèce d'évolution incroyable sur une planète par hasard. Mais ça prend du temps.
Ça se peut. Mais c'est pas notre cas. Avec tout ce qu'on a comme feedback du passé, que nos gouvernements ou nos historiens ou nos scientifiques ne veulent pas entendre parler. Là. Non, ça se peut pas. Là. Ben, nous, ceux qui sont, je dirais, curieux, se rendent compte que c'est bizarre, mais ouais, il y a eu de l'intervention. Puis à côté, à part ça. Donc, en dessous et au-dessus, on fait un travail ensemble conjointement. Et en haut et dessus sont en lien. Ça veut dire que ils rentrent comme ils sortent. Ils ont une technologie partagée. Et nous, on est comme des... le produit. J'aime pas le mot produit, mais c'est pas mauvais. C'est comme un effet, là, tu sais, un cause à effet. Un cause à effet. C'est qu'on fait partie du processus de la patente. Mais nous ne sommes pas des esclaves de le libre arbitre. Mais enfin, où je veux en venir, c'est juste qu'il n'y a pas d'hasard dans cette histoire-là. Et qu'en dessous de nous, je ne sais pas, Karine, je sais ce que tu en penses, mais moi, je dis que nous sommes autant visités du dessous que du dessus. Ouais, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi à ce sujet-là. Mais ce qui est quand même fascinant que Corey Goode partageait, c'est quand même très hermétique encore. C'est-à-dire que ces cités, Shambhala, Agartha et compagnie, ne sont pas très ouverts à recevoir les humains. Dans un certain sens. Je vais juste vous donner quelques témoignages que Corey disait parce qu'il a carrément posé la question à Carrie, tu sais, pourquoi il n'y a pas eu d'autres humains, puis elle a dit, les humains sont primitifs, hein, c'est pas vite, puis tu sais, ils comprennent pas, tu sais, ils n'ont pas le whole picture, puis tu sais, c'est lourd gérer un humain. J'ai la même opinion sur les humains, moi aussi. Je suis pas là en dessous, mais j'ai la même opinion. Mais ce qu'elle expliquait, c'est que au point de vue atomique, qui, tu sais, avec un certain, si tu veux, émanation vibrationnelle, notre lourdeur les affecte et ils trouvent ça difficile à gérer. Ils n'aiment pas notre émanation de violence ou de colère, parce que ce sont des choses qui ne vivent pas dans le dessous, dans ces cités-là. Puis ils trouvent ça, ils trouvent ça très difficile, anormal, mais ils sont très curieux. Et ils sont pas obligés de travailler en dessous de la terre, hein, parce que c'est comme ça. Quand tu arrives à un certain niveau d'avancement, tu as plus DAB, que vraiment travailler. Bon, faut que j'aille travailler parce qu'il faut que je mette du pain puis du beurre sur la table. C'est pas comme ça se passe dans le dessous, OK? Et ils ont des cinémas par pod. C'est Corey Goode qui expliquait ça, qui trouvait ça fascinant. Et il y a un intraterre qui va se connecter énergétiquement avec un habitant XYZ au-dessus, puis qui va regarder comment que sa vie va se passer parce qu'il trouve ça fascinant de nous voir grandir, évoluer sur le dessus. Donc, c'est Morgane, il doit trouver chialeux en talent. Je sais pas, mais anyway, je veux dire... c'est comme s'il parrainerait, mettons, il parraine un enfant, là, tu sais. Parrainer un terrien. Oui, mais quelque part, ce serait pas une mauvaise chose. Non. C'est peut-être là le système de guidance, tu sais. On parraine un terrien, on sait qu'il y a de la misère libre. Ouais. On l'aime bien. On l'aime bien, il est cute. Ouais, il est bien fin. Ça a de l'air. Donc, ces extraterrestres-là auraient un impact aussi sur la fréquence de Schumann pour aider l'humain à l'habituer de façon graduelle à arriver à ce que le corps physique puisse arriver à gérer un certain niveau de fréquence. Et les extraterrestres ne pouvaient pas le faire sans que la masse critique soit atteinte. C'est-à-dire qu'un certain pourcentage du dessus demande justement
ce soutien-là, si vous voulez. Wow. OK? Et donc, le pourquoi depuis, je dirais au moins depuis les 10 dernières années, là, je veux dire, même au niveau de la fréquence de Schumann, les scientifiques s'entendent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Wow. OK? Je veux dire, passer de 6,5 pendant des centaines d'années, là, on a eu des pics. Hey, on a eu des pics cet hiver de 82. Semaines surtout, hein? Oui, mais je veux dire... Ben, cet hiver, ouais. On s'entend-tu que tu passes d'une moyenne de 6,5, ça veut dire qu'on est né à 6,5 et compagnie. On s'est augmenté un petit peu à 7,5 en 15 ans. OK, c'est pas trop alarmant, mais là, depuis les 10 dernières années, là, on est dans une moyenne de quoi? Entre 16 et 18 à part des pics. Je veux dire... tu sais, le mot du siècle, tu sais, qui est « je suis fatigué », mais regardez, là, c'est pas parce qu'on est fainéant, c'est parce que c'est ça. Notre corps, il est vraiment éprouvé à l'extrême, là. Mais par rapport à ça, je veux dire, c'est des cités où est-ce que les gens vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu parlais de François d'une mission. Tu sais, quand on est en être à terre, avoir une certaine mission de vie peut devenir beaucoup plus accessible parce que quand tu n'es pas obligé de travailler pour subvenir à tes besoins primaires, mais évidemment, là, tu as quelque chose de précieux qui s'appelle le temps. Et donc, tu as beaucoup plus de temps, si tu veux, à allouer pour masteriser quelque chose que tu aimerais. Ben donc, oui. c'est beaucoup plus facile. OK? Ah oui. Donc, et ces cités-là ont vraiment une structure spirituelle très développée, très constante dans leur culture, puis dans leur style de vie. Et à partir de là, aussi, sont en contact avec les extraterrestres qui, avec le temps, certains sont devenus intraterrestres parce qu'ils vivent là depuis plusieurs années ou vont faire un saut. OK, je vais faire un stage de 5 ans dans l'intra-terre. Puis après ça, je vais revenir sur ma petite planète puis je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment des échanges parce que l'intra-terre est aussi en contact avec la Confédération galactique unifiée aussi. J'ai voyagé en avion 2 fois aux Philippines. Je suis en Asie 2 fois. Puis les 2 fois, je suis passé par le pôle Nord. Puis les 2 fois, ils nous ont fait fermer tous nos stores dans l'avion comme si on ne pouvait pas regarder dehors. Tu ouvrais un store, la fille arrivait dessus. Tu ne peux pas regarder dehors. Ouais. Hey, tu sais que moi, je l'aurais regardé avec un beau gros sourire, puis essaye encore. C'est fou, hein? Mais tout ça pour dire que j'ai déjà vu des places. Moi, je fais des liens, tu sais. J'ai vu des places sur Internet qui avaient comme un trou, un grand, grand trou immense au pôle Nord. Ça, c'est très intéressant parce que l'amiral Richard Byrd, le US Army, a eu une expédition au pôle Nord. On parle de l'Arctique, là. Oui. On ne parle pas d'Antarctique, là. On parle c'est ça, Arctique. Arctique. C'est bon. Si je ne me trompe pas, c'est en 1929. OK. Donc, c'est 10 ans avant la Deuxième Guerre. Mm-hmm. Ils sont allés là et dans son journal, ce qu'il aurait écrit, c'est ce qui est sorti sur Internet, parce que c'est très difficile de trouver des informations sur ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de cover-up sur ce qu'il a dit, mais il y a certains journalistes on peut encore trouver certaines informations. Et ce qu'il aurait dit, Richard Byrd, c'est qu'ils sont arrivés à un endroit au pôle Nord où est-ce qu'ils ont descendu dans une grotte. Et ils sont arrivés dans un lieu, ils ont descendu longtemps, là, puis à un moment donné, ils sont arrivés dans un lieu où c'était tropical, qu'il y avait des animaux, que la température était agréable, sauf qu'ils ont manqué de nourriture puis ils ont été obligés de revirer de bord. Et ils ne trouvaient pas quelque chose à manger. Puis, je veux dire, si tu arrives dans un environnement différent, probablement que c'est pas quoi manger non plus. Si tu me débarques au Nicaragua demain matin, dans le milieu de la jungle, je ne sais pas qu'est-ce que je peux manger autour de moi. Je vais être un peu nerveux, j'imagine. Non. C'est drôle, tu parles de ça, mais en tout cas. Là, parce qu'à midi, je suis allé Puis là, où je vais en aller, c'est que lui a affirmé qu'il y avait une entrée au pôle Nord pour descendre et qu'il y avait une zone tropicale. Cover-up, c'est fini, on n'en parle plus. Il y a quelques informations qui sont sur Internet. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont débarqué. Puis là, ils ont débarqué c'est l'opération High Jump. Il y avait du monde, 5000 hommes, 20 destroyers, des avions, des hélicoptères. Ça virait mal. Oh, le bordel. Vous pensez que... oui. Opération High Jump, là, c'est pas des jokes. C'était tout un bordel.
Exactement, c'est en 1946-47. Et l'amiral Richard Byrd, en Antarctique, est placé sous commandement. Et ils ont lancé une opération avec le maximum de force américaine qui était capable d'amener là-bas. À l'époque, oui. À l'époque. Et ils soupçonnaient que les nazis avaient construit une base là-bas. Et, ça a été confirmé, hein? Oui. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ça a foiré. Il a toujours viré de bord. Ils se sont retrouvés en Argentine. Ils ont retourné là-bas, les Américains, puis ils ont survolé le continent, puis ils ont affirmé, la gang à Byrd, ils ont affirmé qu'il y avait une entrée en plein milieu dans l'Antarctique. Ils étaient capables de rentrer et sortir de là. Et qui ont vu des appareils non identifiés, ils ont vu de l'activité humaine là-bas. Donc, les pôles, c'est quand même spécial parce que chez les Hindous, comme les Tibétains, ils parlent que dans les pôles, il y a les entrées pour rentrer dans la Terre, dans l'intra-terre. Et c'est quelque chose qui revient aussi avec Jules Verne dans l'histoire, sauf qu'il rentre par l'Islande d'un volcan, lui, là, mais ça revient un peu à ça, un océan intérieur. Sauf que dans l'histoire de Jules Verne, il n'est pas rentré dans une ville. Il a vu un endroit tropical aussi, une île, quelque chose comme ça. Mais donc, où je veux en venir, c'est juste que les pôles semblerait qu'ils sont des endroits où est-ce qu'il y aurait accès à l'intra-terre. Mm-hmm. Et sérieusement, qui pourrait, dans vos amis ou vos connaissances, vous dire « t'es fou ou folle », parce que personne que je connais, à part Guy, a été obligé de fermer son store dans l'avion pour quand il a passé du pôle Nord. Les deux fois, là. Moi, je me pose des questions. On me dit, c'est quoi? Pourquoi tu m'empêches de regarder dehors? Tu sais? Les questions se posent. Quand même. Ouais. Puis sérieusement, il y avait quelqu'un qui disait, l'hôtesse de l'air disait, non. Oh ouais, elle arrivait en courant. Là. Si tu ouvrais ton store, elle arrivait en courant. On regarde pas dehors, hein? Non. Tout le monde dort. Elle disait tout le monde dort. Tout le monde dort. J'ai pas envie de dormir. Moi, c'est 16 heures le vol. J'ai pas envie de dormir, mettons. Là. Non. J'aurais pris ma caméra, j'aurais pesé sur record, puis j'aurais mis en un pouce, là. Mais ça vient clair, l'avion est noir, hein. Fait que tu trouves un store, tout le monde le voit tout de suite, là. Non, regarde. C'est des questions à se poser. Mais je suis trop rebelle pour me... Ouais, ben, tu sais, à l'époque où tu étais là, tu n'avais pas d'iPhone non plus. Non, oui, on parle de là 3-4 ans, là, 3 ans. Ah, OK. Ouais, je pensais que c'était avant ça. OK. C'était après Jésus-Christ, là, c'est quelque part... C'est après Jésus-Christ. C'est quelque part après Jésus-Christ. Non, mais c'est... Je pense qu'il n'avait pas vu venir celle-là, Guy. Ouf, OK. Oh boy. Ouais, OK. Là, je te crois. Par exemple, c'est après Jésus-Christ, ça, je te crois. Non, mais c'est en 2017, j'y ai été, puis en 2018. Partir de Montréal, aller aux Philippines, on passait dans le Pacifique, tu sais. Dans mon idée à moi, c'est en straight line, tu sais, puis ça va bien, tu sais. Mais non, on a passé au pôle Nord, parce que probablement que c'est une question de distance. Ça devait être moins long. Je trouve ça un peu bizarre parce que les Philippines, c'est en bas de l'équateur quand même. Regarde, là, moi, quand j'étais là en Asie, là, OK, Montréal, Vancouver, Hong Kong, puis Hong Kong, j'ai pris un autre avion pour aller à Taïwan pour aller voir mon ami là-bas, mais on n'a pas passé. T'as pas passé par le c'est ça. Puis moi, je suis allé en Australie, puis j'ai été au Japon et en Indonésie, puis on a passé, genre, exemple, mes vols, c'était... Montréal, Toronto, Los Angeles, Hawaï, Honolulu, je pense. Honolulu au Japon, après, là. Mais, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas passé par le top, là. T'as passé par en dessous, mais pas par le top. Dans le fond, ça marche pas, mon affaire. En tout cas, je t'es sûr que t'es allé là? Oh non, je le sais. Je pense qu'il est allé. Si c'est après Jésus-Christ, je pense qu'il est allé. Ah, t'es allé après Jésus-Christ? OK, ouais, ça, c'est... Ouais. Mais côté géographie, comme l'histoire, c'est deux affaires qui me passionnent. Je vraiment... Ouais. Ben, il doit y avoir une raison. Mais la raison pourquoi tu peux pas regarder dehors, ça... Non, regarde pas dehors. Mets ton masque. Mets ton masque. Chris. Non, c'est bon. Je pense
que les gens, surtout les terriens du dessus, devraient vraiment prendre le temps de conscientiser que la vie qui se passe en dessous, c'est vraiment très différent. Et où est-ce que c'est tellement différent qu'on a encore des croûtes à manger pour arriver à un certain niveau. Pour le mériter. Oui, c'est justement. Et bon, au point de vue énergétique, beaucoup vont parler, depuis les 10 dernières années, on parle d'ascension, mais je veux dire, eux autres aussi se préparent à leur ascension, de 4 à 5D. Donc, nous, je veux dire, fait qu'on est tous interreliés et si ça floppe pour nous autres, ça ira pas même pour eux autres. Comprenez-vous? Puis qu'on est tous là pour s'aider puis s'entraider. Puis c'est vraiment ce qui en ressortait, si tu veux, des conversations de Carrie avec Corey Goode. C'est pour ceux qui n'aiment pas ça, des bombes nucléaires. Et non, les bombes nucléaires, là, je veux dire, c'est pas juste pour l'intrantère, là, mais je veux dire, ça secoue la toile énergétique des portails dans l'univers. Je veux dire, c'est une arme interdite par les dieux. Même entre eux, ils ne l'utilisent pas. Elle a été utilisée dans le dernier conflit entre eux, sur Terre, dans le Mahabharata, ce qui était raconté. Et ça a été une catastrophe pour eux autres. C'était hors de question d'utiliser cette arme-là. Puis nous, on l'a utilisé, là, nous. Quand on dit nous, là, c'est pas nous, là, mais eux, là, ils l'ont utilisé à la Deuxième Guerre. Mais tu sais, le monde, les humains, en général, c'est ça qui est drôle. Là, c'est que les gens, là, les citoyens, là, pensent qu'il y a eu Nagasaki et Hiroshima. Alors, il y en a eu plein. Là. Il y en a une centaine, c'est pas 200. Centaines? Non, c'est plus que ça, c'est des milliers. C'est des milliers, qui ont fait péter une après l'autre dans le Pacifique, puis en Sibérie, puis en Ukraine, puis au Nevada, puis dans le désert, un peu partout dans le monde. Si les gens savaient à quel point les militaires ont joué avec notre écosystème, ils ne seraient pas en train de dire qu'il faut sauver la planète en arrêtant de prendre leur char. C'est pas de votre faute. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que les gens ne réalisent pas à quel point ils ont scrappé la planète par leurs actions à eux. Et qu'ils nous remettent ça en... C'est facile d'accuser l'autre une fois. Tu sais, on va leur faire croire que c'est leur faute. Tu sais. En réalité, c'est mondialiste et non les pays. Mais le militaire, premièrement, le militaire a une grande cause, OK, mais je veux dire, les mondialistes, c'est sûr, tout est planifié depuis des centaines d'années. C'est détruire tout l'écosystème au complet le plus possible. Là. Ils veulent rendre les gens dépendants. C'est ça. Malheureusement. Je veux dire, quand tu étudies, là, quand Carrie expliquait que chaque personne ici est souverain et que, oui, le noyau familial existait, mais c'est le village qui élève les enfants, OK? Donc, qui est quand même les valeurs primaires des peuples racines partout à travers le monde. Puis le monde pense qu'ils sont des sauvages, qu'ils sont pas très... mais ils sont beaucoup plus avancés au point de vue social, au point de vue spirituel que nous autres ici en Amérique du Nord. Là. Et qui disait que si les gens comprenaient à quel point un être humain est important et qu'il doit faire ses propres... qu'il doit arriver à une souveraineté énergétique et spirituelle, il dit ici dans nos cités, c'est ce que chaque être humain a comme mission. C'est pas de devenir docteur ou de devenir riche ou devenir une vedette, là. Non. OK? Donc, prenez une société qui est bâtie comme ça. Je veux dire, ils peuvent bien nous trouver stupides et fascinants peut-être en même temps, là. Mais je veux dire, à un certain niveau, là, ils doivent se dire, est-ce qu'ils sont malades, là, les humains, là? C'est dessus, ça n'a pas de bon sens. Mais mettons que, je dis ça, là. Mais là, j'ouvre une porte, là. Les créateurs, les célestes, les Elohim, les créateurs et les intraterrestres qui en sont aussi. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi l'inverse d'Elohim, parce que ceux qui sont venus du ciel en hébreu, je sais pas comment ça se dit, ceux qui sont venus d'en dessous. Là. Ça a l'air qu'ils sont venus sur le dessus et qu'ils sont dans en dessous. Bon, OK, all right. Okay. Ben, tu sais, où je veux en venir, c'est juste que si on se réfère au fait que tu peux aussi, c'est rappeler souvent aussi la réincarnation de ces choses-là, qu'il y a des gens qui ont été ramenés pour
pour faire évoluer le système ou évoluer une société X, Y, Z. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont des moteurs énergétiques pour essayer d'aider certains à réaliser ce qui se passe aussi. Ouais. Ouais. C'est que notre humanité est dans un tournant en ce moment et il faut que certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement appelées à le faire, mais se réveillent. Donc, on parle d'une accélération, évolution. Ouais. Et ça, c'est super intéressant aussi. Tu sais, j'amène cet aspect-là parce que... Oui. Ben, en fait, c'est tellement intéressant qu'il y a des introteurs qui ont choisi de s'incarner sur Terre pour justement supporter ça. Puis, on a eu on a eu la vague, tu sais, la vague Indigo, là, il y a la vague Starseeds. Je veux dire, il y a eu des vagues d'incarnation pour justement aider le collectif, tu sais, à augmenter en fréquence puis à évoluer. Puis, je veux dire, là, on parle un peu ésotérique, là, mais je veux dire... moi, j'avais 4 ans, 5 ans, puis je disais, mais qu'est-ce que je fous sur la planète Terre? C'était pas là, c'est pas de là. Pas ici que je devais atterrir, là, tu sais, c'est quoi la joke, OK? Mais je veux dire, là, avec l'Internet, c'est le fun parce que tout est démocratisé, hein, tout est accessible. Là, tu te rends compte qu'on est une crise de gang de même, là. OK? Ouais. Fait que je suis comme pas tout seul, tu sais. Ouais. Je veux dire, bon, dans une certaine vague Starseed, certaine vague Indigo, après ça, tu as eu une certaine vague de maîtres ascensionnés avant et compagnie. Bon, je veux dire, c'est fou, mais je veux dire, même l'intra-terre a choisi, parce qu'il voulait respecter le libre arbitre de ces personnes-là pour dire hey, moi, je vais aller expérimenter en haut. Puis ouais. C'est correct aussi. C'est un fait qui est important à amener, c'est que quand la plupart des Starseeds, si tu veux, ou les. Comment tu as amené? T'as dit d'autres choses? Les indigos. Les indigos? Ça, je connais pas le terme bingo, là, mais... Il y a eu des vagues d'incarnation. Oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, la première gang qui a été indigo, si tu veux. Dans ce qui me concerne, de ce que je comprends, moi, c'est Starseed. Bon, ce qui est remarquable et qui est un fait qui est souvent remarqué, c'est que chaque personne qui est une élévation différente est dans un milieu très difficile. Ça veut dire que ces personnes-là, quand on parle du mouton noir ou on parle de la personne différente dans un milieu qui est plus fermé, sont implantés exactement à l'endroit nécessaire pour essayer tranquillement d'ouvrir les esprits de d'autres incarnations, de d'autres personnes, faire évoluer la société. Ouais. Parce qu'en gros, tu sais, exemple, l'intra-terre Shambhala ou... Agartha. Mm-hmm. Les personnes qui vivent dans des royaumes ou dans des cités qui sont différentes de comment nous, les humains, on vit, vivent des réalités différentes, mais en même temps, sont pas challengés comme nous autres. On n'a pas le même défi. Mm-hmm. Ouais. Et je suis convaincu, par expérience personnelle, qu'il y a une influence importante et que chaque personne en ce moment qui est à un certain endroit qui trouve ça très difficile, la situation actuellement, mais qui est super... j'aime pas utiliser le terme éveillé, mais qui est très conscient de ce qui se passe, est pas là pour rien. Ouais. Donc, c'est clair. La raison pour laquelle il se protège dans l'intra-terre, c'est une excellente raison. C'est que tu veux pas scraper ton énergie collective pour... Tu sais, exemple, on va downloader, on va prendre 1 milliard d'humains et on va les amener à l'Agartha, exemple. Non, mais sacrément, demain matin, c'est le bordel dans l'Agartha parce que là, tu as 1 milliard de tatas. Là-dessus, tu en avais 10% qui avaient un petit peu de tête sur les épaules, puis le reste sont brainwashés raides. Ils veulent garder leur masque. Là, tu dis, non, enlevez votre nom, puis vous devriez. Là, je ne pas. C'est pas le genre, là. Quand tu es dans l'harmonie totale, quand tu réussis à atteindre un niveau spirituel, quand on parle de 4D, 5D, 6D, c'est un niveau d'élévation, c'est un niveau de confort spirituel, un niveau d'harmonie. J'aime ton mot. D'harmonie, de fréquence. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as envie, comme société, d'inclure du monde qui n'ont pas encore inculqué communautairement ou sociétalement parlant vos valeurs? Karine, parle-moi donc des entités ou des gens qui peuvent vivre en dessous de la Terre.
Selon les whistleblowers, OK, que ce soit Emery Smith ou Kramer qui en ont parlé, ce qu'eux autres ils racontent, c'est qu'il y a beaucoup d'extraterrestres qui vivent en intraterre. Et quand je dis extraterrestres, il y a certaines races pléiadiennes, syriennes, arcturiennes, qui font partie, si tu veux, de la Fédération... Confédération Galactique Unifiée, c'est ça, Confédération Galactique Unifiée. Donc, qui vivent en intraterre. Et pourquoi qu'ils arrivent à vivre en intraterre? C'est parce que, ils ont atteint ce niveau de fréquence où est-ce qu'ils sont très bien acclimatés. OK? Mais il y a aussi d'autres êtres qui vivent. Je parlais tantôt de reptiliens. OK? Et les reptiliens qui sont des êtres, mi-humains, mi-reptiles, si tu veux, qui vivent là. Il y a eu des contacts de reptiliens avec des humains sur le dessus qui ont été pacifiques en passant. C'est pas, il y en a certains qui veulent pas les manger, là, mais qui veulent communiquer, les connaître et compagnie. Là, et eux autres trouvent ça drôle, la façon qu'on fonctionne et compagnie. Il y a certains témoignages qu'on peut voir en vidéo. Donc, il y a ceux-là. Il y a aussi des êtres, parce que là, on parle d'alvéoles, mais là, on peut parler de kilomètres de haut et de long de grottes. Donc, ça veut vous dire... On peut parler de centaines de kilomètres de haut et de long. Oui, c'est ça. Donc, il existe un animal quelconque que le poil est tellement long que ça fait des dreads. OK? Mais là, imagine, tu as un dread qui a à peu près 2 pieds et demi de diamètre. OK? Ça, c'est juste un dread, OK, sur la petite, que dis-je, immense bébite. Et ça a l'air que c'est comme un espèce de test d'initiation pour ceux qui sont dans le SSP, qui doit communiquer de façon télépathique avec cet être-là et de lui demander de faire traverser le ravin. Ça a l'air que c'est grand comme le canyon, OK? Puis que ces bébites-là, ils sont plus grands, puis qu'ils peuvent faire traverser. Ils trouvent ça drôle qu'un humain demande hey, je peux-tu être sur ton poil, puis fais-moi traverser de l'autre bord, là? Mais oui, ça a l'air que c'est assez spécial. Mais là, on parle, tu sais, même la personne n'arrivait pas à vraiment décrire à quel point cette bébite-là, je dis bébite, là, mais cette entité-là est grande, elle est énorme. Donc, on parle autant de ce qu'on appelle microscopique, parce qu'il y a de la vie, mais aussi très, très grand, très, très macro, qui sont très gentils, qui sont même évolués parce qu'ils arrivent à communiquer de façon télépathique. Mais dans le film, avec Brendan Fraser, sur le voyage au centre de la Terre, il y a un dinosaure. Ouais. Je pense que peut-être les dinosaures sont peut-être pas extincts, puis ils vivent peut-être là. Je sais pas, mais tu sais, une grosse bébite demande aussi beaucoup de végétaux par année. Là, fait que je me dis, tu sais, quand une horde d'éléphants arrive à détruire un écosystème juste parce qu'ils ont besoin de se nourrir en Afrique, je me dis, logiquement, qu'est-ce que ça peut donner en bas, là? Ouais. Mais je sais pas. Si la superficie est raisonnablement bien répartie pour l'espèce, il n'y a aucun problème. Je comprends, mais j'ai pas vu dans les whistleblowers qui racontent qu'il y a une vie, qu'il y a des dinosaures et compagnie. Ils vont plutôt parler de petits à moyens animaux qui vivent en dessous et où est-ce que la prédation n'existe pas. Donc, il y a un certain niveau de protéines dans l'air où est-ce que les animaux respirent et n'ont plus ce besoin de prédation pour se nourrir, pour aller chercher leur si tu veux, nutriments protéiniques. Je suis un petit peu malheureux. Oui, tu serais malheureux, franchement. Là, Mais dans Jules Verne, il n'y avait pas des poissons avec des dents. Puis, ouais, ben dans Jules Verne aussi, là, c'est ça. Ouais. Il y avait des animaux géants. Ouais. Mais en gros, l'histoire des êtres intraterres, j'ai lu à travers les histoires que j'ai lues, c'est qu'ils sont normalement plus grands que nous.
Ouais. Ça me rappelle les Néphilim. Sont généralement... Il y a un écosystème bien différent du nôtre. C'est pas du tout ce qu'on a à la surface. Mais, tu sais, si je prends un exemple, les Hand People, les Hand People, les Hopis, eux autres disent qu'ils ont été sauvés par eux. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Mais les Hand People, c'est pas des petites fourmis, là. Non. C'est du 6 pieds de fourmi, là. 6-7 pieds de fourmi. C'est un hand format humanoïde, là. Mais la force, c'est un humanoïde avec des antennes, tu sais, là. Qui des a antennes, aussi... des grands yeux, des mandibules, là. OK. Il y a la morphologie d'une fourmi. OK. Avec un cerveau. D'où le lien qui reste sous la terre. Aussi gros, sinon plus que le nôtre. Donc, tu as quelqu'un d'intelligent devant toi qui est une fourmi humanoïde. Mais c'est pas la seule. Ils sont comme... Une fourmi, ça ne vit pas tout seul. Allez sur votre terrain, regardez un peu quand il y a des fourmis, là. Il y en a pas mal. C'est une civilisation, là. Ouais. Donc, encore là, les alvéoles. Donc, on a les fourmis à travers ça qui sont une civilisation. On a aussi... c'est super intéressant parce qu'on a du monde qui... tu sais, exemple, il y a une médium qui s'appelle Sonia Grace. C'est ça, Sonja Grace. Elle racontait une histoire qu'elle a été à Baalbek au Liban, où est-ce qu'il y a l'espèce de pierre de 1000 tonnes. Là. Elle racontait que les guides avec qui elle parlait lui ont dit que c'était des géants qui ont sauvé des Atlantes, par exemple, qu'ils ont amenés dans l'intra-terre, puis qu'il y avait un passage au Liban pour descendre là-bas. J'aime bien cette théorie-là. Oui, j'ai vu ça sur, je pense, Gaïa TV ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis je l'ai écouté, puis après, j'ai fait certaines recherches sur elle, puis j'ai regardé un peu ce qu'elle disait, puis je trouve ça intéressant parce que c'était pas non fondé ce qu'elle ramenait sur plein de sujets, puis je me disais, elle n'est pas dans le champ. Puis je me dis, tu sais, les médiums et les médiums et les télépathes, les clairvoyants, les empathes, tout ce monde-là, quand ils affirment quelque chose, c'est pas pour gagner du crédit, c'est parce qu'ils ont vu ou vécu un événement. Donc, ils le partagent. Ça prend beaucoup de courage de faire ça en passant. Donc, je trouve des informations très pertinentes. Puis surtout que dans les textes anciens, les empathes, les clairvoyants, les médiums étaient des prophètes. Donc, du monde qui était super estimé par leur environnement puis qui était protégé parce que c'était rare. Il n'y en a pas tant, là. Pas parce que tout le monde ne possède pas ce don-là, mais juste parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là. C'est un processus qui est long, donc c'est un minimum qui sera là. Donc les Ant-Man, pour faire court, les Hand People, semblent être une réalité historique par rapport aux Amérindiens de l'Ouest américain. Et ça, je trouve ça super intéressant, mais vraiment. En Inde aussi, hein? Ben, en Inde, c'est les Nagas. Les Nagas, c'est les reptiliens qui viennent du monde souterrain. Et chez les Nagas, tu avais certains dieux qui étaient Nagas aussi, qui ont aidé l'humanité, qui enseignaient à l'humanité des trucs. Tu sais, exemple, l'architecture. Puis d'ailleurs, ça va être très intéressant parce que j'aimerais faire une émission avec vous autres sur les temples. Okay. Et ça fait un petit bout que je travaille là-dessus. Ça va être rock'n'roll un peu, mais je pense que ça va vraiment être cool. On n'est pas rendu là encore. Donc, les Nagas, ils venaient de l'intramonde. OK, de l'intra-terre. De l'intra-terre. Oui, parce que ça a l'air qu'ils sont sortis, ils ont aidé avec les temples, puis ils sont retournés. Là. On les a plus vus. Si les anciens... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous autres, là, l'humanité actuelle, là, quand on regarde les anciens, on pense que c'est une gang de demeurés. Ouais. Mais regardez comment les temples sont construits, comment les pyramides sont construits. Plus c'est ancien, plus que c'est résistant, plus que c'est compliqué. Plus que c'est drette, plus que c'est aligné, plus que ça a un sens. Parce que, je m'excuse, mais les buildings de Ville-Marie, les stades olympiques, dans 5000 ans, s'ils sont encore debout. 500 ans. Oui, c'est ça, je m'en allais dire plus 500 ans. Le ciment, le maximum, ça dure 500 ans. C'est ça. Puis nos centrales nucléaires, ils arrêtent de sacrer camp tranquillement. Là, à un moment donné, là, je veux dire, il va falloir que le monde réveille qu'il y avait quelque chose avant qui était solide. Ouais. Puis, tu sais, les humains, là, on a une leçon d'humilité en ce moment à acquérir.
Ouais. Puis je pense qu'on est rendu là. Ouais. Il y a une leçon d'humilité, puis on va l'avoir. Ouais. Même si on ne veut pas la vivre, on va l'avoir. On va l'avoir en face. On n'aura pas le choix. Non, je comprends très bien. Mais c'est ça, pour vraiment conclure là, avec l'intra-terre, c'est que oui, les écrits anciens en parlent. Oui, il y a certains contactés. Là, tu parlais de médiums clairvoyants, mais aussi de whistleblowers qui travaillent pour les militaires en ont témoigné. Et oui, au niveau scientifique, non, ils ont réussi à prouver que non, même si c'était bien creux, c'est pas aussi chaud qu'on pensait ou c'était pas si inadaptable qu'on pensait. Ben, les expéditions ont donné ça. Oui, donc, et c'est la seule chose que je trouve dommage, c'est que même au niveau scientifique, c'est des recherches qui ne sont pas publiées ou très beaucoup partagées. Il existe un énorme tabou à ce sujet-là. Et là, on sait, hein, si un tabou, ça veut dire que, il y a des choses qui ne veulent pas nous partager ou quand il y a un manque de transparence, il faut avoir un drapeau rouge dans la tête en voulant dire « Hey, il se passe quelque chose ». Oui, ben, tu sais, il y a 20 ans que je parlais d'extraterrestres, j'étais pointé du doigt comme un débile. Ah, c'est clair. Puis, par exemple, là, il y a des vidéos de TikTok là, qui disent « Je suis une Tarsi et je viens d'Arcturus ». Oui, c'est ça. Je me rappelle. Ça, là, moi, je me méfie, mais tu sais, quand j'entends le SMAT à Obama dire « Ouais, là, blablabla », ah, OK, là, les politiciens commencent à racheter l'histoire parce que ça fait bien leur affaire. Bon, on reviendra sur le sujet à un moment donné. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était tabou, maintenant, ça ne l'est plus. Ce qui est quand même, au point de vue de la masse, super positif. Oui. Tu sais, bon, que ça fasse des vidéos très, très drôles sur TikTok ou pas, mais je veux dire, c'est dans ce sens-là. Là. Karine, par rapport à l'intra-terre, d'après toi, est-ce que le côté réaliste, une échelle sur 10? Ah, moi, je te dirais 9,5 à 10. Ben, je peux même dire 10, là. Je veux dire, pour moi, c'est inconcevable. C'est logique pour toi, Ah, c'est plus que logique. Je veux dire, on a plein de preuves maintenant, on a plein de témoignages directs que ça existe. Puis bon, François, je pense que les écrits anciens le prouvent aussi, donc... Oui, c'est ça. Moi, je vais donner un 10 aussi, puis je vais me baser sur les écrits anciens parce que c'est plus ma tasse de thé, là. Mais je dirais que 10, avec les témoignages que Karine a amenés ou les personnes qui ont amené de nouveaux éléments à travers le temps, je dirais que ça serait absolument naïf de croire juste que la Terre est pleine et c'est un bloc de granit qui tourne autour du Soleil. C'est quand même ridicule. Fait que, moi, c'est un 10. Tout au long de l'émission, je pensais aussi qu'il peut y avoir d'autres planètes dans le système solaire et dans d'autres systèmes exosolaires qui sont creuses aussi. Absolument. Je trouve ça vraiment fascinant. Oui. Fait que moi, là-dessus, je dirais prochain show. Oui. J'aimerais beaucoup, si ça vous tente, parler de vibration et de son. Ouais, fréquence aussi en même temps. Fréquence, tout ça. On y va, on va. Ça se peut-tu, ça, que son et fréquence, les vibrations. C'est la base de tout ce qui existe. Ouais, c'est ça. Fait que là-dessus, moi, je dirais, je vous adore tout le monde et bonne nuit. Merci tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Paranormal.